voir. Donc, c'est une occasion d'échanger, de discuter. Les choses se font un petit peu de manière très fluide. Si Saïd est présent un contact avec Saïd Djibouti, qui n'est pas avec nous maintenant. Donc, on touriste et on faire ça. خليها من بعيد شوي خليها كيكا سجل على روحها فيها شارج كبير فكريني Il a dirigé l'Institut du patrimoine culturel de l'université. Il a fait beaucoup d'ouvrages d'études sur l'exploration de différentes expériences sur cette association contre le tourisme du patrimoine. Donc, il a décidé d'être présent parmi nous et de présenter une communication scientifique qui va être couronnée par un débat intitulé Tourisme patrimoine d'une communauté locale. Merci. Merci. D'abord, merci tout le monde. Je vais peut-être, puisque bon, là, on est visiblement, je rêve à sa fille, je pense. Donc, je vais parler un peu en tunisien, un peu en français, et pour faire en sorte que ce soit une conversation plutôt qu'une conférence magistrale. Merci beaucoup pour l'accueil et l'hospitalité de vous d'abord, c'est-à-dire les membres de l'association, Mahdi en premier, puis Buscar il y a quelques années, si Mourad, Maître Mourad, si Nasser, Madame la Présidente, Madame Khawla, et sans oublier quelqu'un qui m'a fait parler et penser avec lui de Djerba au moins pour 4 ans. Quelqu'un l'un des vôtres, des nôtres en fait, c'est Simourad Boussetta, qui est mon étudiant de doctorat il y a quelques années à l'Université Laval et qui a mené une thèse de doctorat donc sur la contribution des minorités ibadites, juives et, quand on dit ibadites aussi implicitement berbères aussi, dans le développement du tourisme à Djerba. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il a travaillé sur un sujet moi, que je trouve très, très, très novateur, très original. Lui, il est parti de l'hypothèse que le statut minoritaire de ces groupes a fait en sorte qu'ils s'impliquent, s'inscrivent plus fluidement, pour reprendre le mot que vous avez employé, d'une manière qui soit flexible, et donc pour s'approprier ces deux secteurs, pour s'inscrire dans ces deux secteurs. Et j'ai vu que vous avez eu l'attention de télécharger sa thèse de doctorat et vous l'avez documentée, donc vous la conservez ici à la bibliothèque de l'association. Alors, donc, je connais d'abord Djerba en tant que Tunisien. Je l'avais visité avant de quitter la Tunisie à plusieurs reprises. Je l'ai dit à Mourad, j'étais journaliste et je venais couvrir des activités, des événements ici. Je m'intéressais au patrimoine, c'est celle que je connais les gens de l'Institut qui avaient, c'est des amis, Rosé Mahfoud, était mon prof aussi, parce que j'ai fait des études à 9 avril, c'est Abdelaziz Doulet, puis Aziz Nahachour, il était le co-directeur de mon mémoire de PEA, Absem Brahmid, dont il n'est pas bien fait. Bref, après tout, on est pas seulement Djerba Ametouen, ça aussi, sa fille, et on se connaît tous, c'est le réseau du patrimoine, du tourisme culturel, des musées, etc. C'est pas grand, donc on finit par se connaître.
Si ce n'est pas directement, c'est par les noms, par les liens, les réseaux, etc. Alors, donc en venant ici, bon, moi je suis en année d'études de recherche, on appelle l'année sabbatique. Notre année sabbatique, on l'appelle juste pour mettre en contexte mon voyage et mon séjour à Djerba. Donc je suis en année d'études de recherche, on appelle ça comme ça à l'Université Laval. Et donc j'ai fait un passage par l'Espagne, je travaille sur l'Espagne, puisque je vais parler de l'Espagne un peu plus loin, et aussi par la Turquie à un certain moment. Donc ce sont mes intérêts un peu scientifiques qui m'amènent à visiter ces pays parce que je travaille sur ce que j'appelle le patrimoine partagé, le patrimoine méditerranéen partagé essentiellement, et puis aussi parce que je travaille sur ces deux domaines qui sont le tourisme et le patrimoine, les musées aussi. C'est ce que tu voulais dire peut-être, maître, je suis professeur d'ethnologie, je suis en anthropologie culturelle et professeur de muséologie aussi. Alors donc c'est ce qui m'amène m'a amené à séjourner entre autres donc, en Espagne, au Maroc aussi. Et donc je peux me permettre avec toute humilité de dire que je peux peut-être justement contribuer, apporter ce type de regard croisé. Ce n'est pas une comparaison, c'est plus un regard, des regards croisés, c'est comme si on met un peu la réalité tunisienne, la réalité espagnole, la réalité marocaine par exemple, et on essaie de les voir l'une à côté de l'autre. Ce n'est pas une comparaison pour dire que ça c'est mieux, c'est moins bien, etc. Ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, donc, quand je m'apprêtais à venir ici, donc j'ai écrit un petit mot à Mahdi et il m'a dit non, il faut aller rencontrer nos amis de l'association. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, donc j'ai rencontré Sinas Simola et Madame Khawla. Madame سامحني ننسى شوية mémoire تعبة شوية. Il faut du temps, ما قدرتش parfois retenir les noms. Alors, donc, et on a improvisé en quelque sorte l'idée d'une conférence. Hein. Ce n'était pas prévu, je l'avoue, ni de ma part, ni de la part de l'association, donc un peu vite. On a préparé l'idée, on va dire, mais bon, la conférence, moi j'ai proposé cette idée, et en préparant mon propos aujourd'hui, j'ai découvert que, en fait, j'ai lancé l'idée d'un colloque, si vous voulez, c'est plus que, c'était tout un programme. Hein. Quand on dit tourisme, patrimoine et communauté locale, c'est 3 champs d'études, très vastes vraiment, et regard croisé sur l'Espagne, et qu'est-ce qu'on peut dire de l'Espagne, vous allez voir, le Québec, j'ai réduit d'ailleurs pas le Canada, le Québec, une province du Canada, et la Tunisie. Alors, c'est large, mais cela n'empêche, cela n'empêche que donc je répète tout ce que j'ai vers ça. Donc ce que je veux dire, c'est que bon, j'ai ébauché quelques idées et j'ai appelé ça, j'ai hésité entre causerie, ça risque de donner une connotation d'une conversation un peu comme le disent les Égyptiens, une dardasha. C'est pas ça. Conférence débat, c'est ça. C'est conférence débat, donc c'est pas une conférence magistrale, c'est un débat. Donc vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Moi, j'ai proposé une démarche, un plan de cet exposé. Mais on est ensemble là, on va causer en quelque sorte. Et donc quand vous voulez, vous pouvez m'arrêter. Comment je vais procéder? Alors, donc j'ai préparé un petit plan. L'introduction, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, je vais proposer quelques éléments de mise en contexte. Juste pour vous dire de quel tourisme on va parler, parce que le tourisme, c'est vaste, je viens de le dire. Donc, c'est un peu pour contextualiser aussi, pour ramener un peu les idées par rapport à cette grande industrie maintenant qui s'étale sur toute la planète. Hein. C'est pas facile de parler de tourisme. La première des choses, peut-être, de dire de tourisme, c'est que c'est un secteur, un agent
qui met en ordre toute la planète. Hein. Ça touche à l'économie, ça touche à la culture, ça touche à la mémoire, ça touche à la santé, ça touche à l'agriculture, ça touche à tout ce que vous voulez, au climat, etc. Donc c'est un peu, il y a un chercheur australien qui l'appelle comme un acteur d'ordering en anglais. Ordering, c'était, bon, en français peut-être un peu le ordonnancement, quelque chose qui ressemble à ça, une sorte de mise en ordre du monde. Vous voyez, le patrimoine aussi, on va le voir un peu plus loin. Alors donc on va parler un peu du tourisme, c'est l'essence aussi, comment ça a commencé. Et pareil pour le patrimoine, donc on va délimiter un peu c'est quoi le patrimoine, la communauté locale ou les communautés locales, et puis pour nous ramener à l'actualité, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les tournants et les changements sociaux, culturels, économiques qui ont marqué ces domaines et qui ont donné ce que nous vivons ici aujourd'hui en lien avec l'activité touristique ou l'activité patrimoniale. Et on va passer de temps à autre aussi, pour cerner les choses, citer quelques chiffres. Après, on va arriver bien sûr donc, à ces quelques cas d'études, c'est-à-dire je vais parler de l'expérience espagnole, de l'expérience québécoise et puis de la Tunisie. Et pour la Tunisie, je vais vous inviter à parler de la Tunisie. C'est pas moi, c'est vous qui vivez plus que moi en Tunisie. Et j'aimerais vous amener, vous inviter, si vous permettez, à parler donc de notre pays à la lumière de ce que je vais dire des deux autres pays. Voilà. Alors, contrairement à ce qu'on pense peut-être, le tourisme, c'est un phénomène très ancien. Hein. Donc, par exemple, il y a des historiens, des archéologues qui ont trouvé des graffitis sur des pyramides en Égypte, qui datent depuis 3000 ans, 4000 ans, qui parlent de passages de touristes, de visiteurs, qui visitaient déjà. Donc, vous voyez, depuis l'Antiquité, je ne sais pas si c'est, mais certainement, lui, il aura des connaissances plus que moi, puisqu'il est archéologue. Alors, l'intérêt porté à ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire à aller voir un pays autre, une culture autre, à voyager. Hein, Jelba aussi, Ulysse est très présent à Jelba, dans l'imaginaire que j'aime bien, parce qu'il a fait passer passage par l'île. Alors donc, c'est-à-dire que le voyage, la quête, d'ailleurs c'est ce qui, l'humain d'une manière générale, est animé par l'idée d'ailleurs, effectivement, de voyager, d'aller explorer d'autres réalités, d'autres territoires, etc. Et il y a des auteurs qui disent que ce qui d'ailleurs importe dans le voyage, c'est la route, parfois plus que la destination. Alors c'est ce qui fait que, donc, cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on finira jamais de voyager, même si on va faire le tour du monde, comme on le dit, parce que ce qui importe, c'est pas la destination, c'est pas la finalité, c'est plutôt cette quête, c'est ce voyage que l'on fait. On parle de voyage aussi, de notre naissance jusqu'à la fin, etc. Alors, l'idée du voyage est très présente, et le tourisme, ici, il vient incarner ça d'une certaine manière, et donc, on va voir que, donc, la naissance du tourisme dans sa forme actuelle, on joue beaucoup, l'industrie touristique joue beaucoup sur cet imaginaire de voyage qui se traduit, comme je viens de le dire, par rapport à un voyage dans l'espace ou dans le temps. Alors, donc, c'est un phénomène très ancien, mais bien sûr, sa naissance, disons, dans sa forme actuelle, c'était inscrit dans la modernité. Et la modernité, bien sûr, c'est un point de départ pour de grands changements, on le sait. Donc ça a marqué
l'Europe d'abord, l'Occident, mais aussi toute la planète. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements majeurs que le monde a vécu depuis dans ces changements-là, comme le passage, par exemple, historique entre le vieux monde et le nouveau monde, les conquêtes coloniales, l'industrialisation, etc. Tout cela a fait en sorte que, donc, on a changé aussi notre regard, notre rapport au monde, et tout est devenu donc un peu inscrit dans la logique de production, de consommation, etc. Mais ce sont des points peut-être qu'on va développer un peu plus tard. Alors, pour revenir à la question de modernité, j'aime toujours souligner, par rapport au tourisme, bien sûr, une définition du touriste par un auteur américain très connu, un grand sociologue américain, qui s'appelle Dean McKinnon. Il était le premier à écrire un livre sur le tourisme. Parce qu'avant, c'est-à-dire il a écrit son livre en 1960, il l'a publié en 1976. Avant, les recherches sur le tourisme n'étaient pas prises au sérieux. Travailler sur le tourisme, un chercheur, c'est pas sérieux. On travaille sur la famille, on travaille sur la production, la consommation peut-être, je ne sais pas. On travaille sur du sujet philosophique complexe, mais le tourisme, c'est un peu léger d'aborder la... Alors lui, comme je le connais, c'est un ami, il est d'un certain âge, mais il vit encore, c'est bien bien. Alors il m'a dit qu'il était parti à travailler, il voulait travailler sur la ruralité en Costa Rica. Lui, il est un Américain, alors il a choisi d'aller... travailler à Costa Rica sur le monde rural, disons. Alors, bien sûr, comme moi, un peu, comme tout voyageur, il a embarqué dans un hôtel, il a séjourné dans un hôtel, et puis il regardait autour de lui, il voyait les touristes, des groupes qui venaient de partout le monde. C'était, par des années fin des années 60, début des années 70, et oui, qu'est-ce que j'en raconte? Moi, je vais travailler sur le monde rural, mais il y a X, Y, ce sont des sujets qui sont vraiment très, un peu utilisés, très étudiés. Alors, peut-être le novateur, ce sera de travailler sur ces gens-là. Alors, sur ces touristes. C'est un phénomène qu'on n'a pas abordé. Ça d'une part. De deux, comme vous le savez, lui, c'est un sociologue converti en anthropologue, ethnologue, etc. D'habitude, quand on va travailler sur le Costa Rica, donc on travaille sur l'exotique, comme on dit dans notre jargon à nous, les ethnologues, l'exotique, c'est-à-dire l'altérité. On ne travaille pas, c'est l'homme blanc qui porte un regard sur le tiers-monde, sur le sauvage. On n'emploie plus ces expressions, mais en ces temps-là, c'est-à-dire du 19e, début 20e siècle, pour l'employer, il y a cette catégorisation des terrains d'études. Alors, il se dit que moi, je vais relever le défi. C'est-à-dire que je vais travailler sur l'homme blanc. Parce que, exclusivement, presque surtout, dans ces années-là, c'était des blancs qui faisaient les touristes. C'est pas les Chinois ne sont pas encore arrivés dans les destinations touristiques, les Japonais non plus, les Asiatiques, etc. C'est que les Européens et les Nord-Américains. Alors, je me dis, moi je vais relever le défi, donc je vais faire une ethnographie, une étude qui va porter sur l'homme blanc. L'homme blanc, il va faire l'objet d'étude. Et ce n'est pas toujours l'acteur de l'étude. Moi, je vais faire en sorte qu'il devienne l'objet d'étude. Et c'est ainsi qu'il a lancé son idée du touriste comme prototype de l'homme moderne. Alors, son hypothèse, ou sa thèse, si vous voulez, c'est que le touriste, c'est donc le prototype, c'est un homme moderne qui est en quête d'un monde perdu, disparu.
alors ils le recherchent à travers l'industrie touristique. Et c'est ce qui a fait, qu'est-ce qui a donné pour répondre à cette quête. L'industrie touristique a fait, selon lui, bien sûr, une mise en scène de ce monde perdu. Mise en scène, il cherche l'authenticité, il cherche la tradition, le passé, les monuments, etc. La nostalgie d'un monde que la modernité a supprimé, selon, bien sûr, sa réflexion. Et donc, le tourisme, selon lui, c'est une mise en scène. Alors lui, il a lancé ce qu'il appelle, en anglais, il appelle ça staged authenticity. Authenticité mise en scène, théâtralisée. C'est ça. Et ça a marqué les études touristiques. Et ça, plusieurs chercheurs ont pris appui sur cette idée-là pour dénoncer le tourisme. Donc, le tourisme était non seulement donc, léger, pas pris au sérieux, etc., mais aussi pointé du doigt comme phénomène dévastateur. C'est pas toujours à tort. Hein. C'est ce que je disais à Mourad ou à Sinasr il y a quelques jours, quand je parle de ce que je vois à Djerba ici. C'est dévastateur. Hein. Tout a changé. Hein. Même par rapport aux années 90, 2000, début des années 2000, quand je venais ici, le tourisme était présent, mais moins présent, malgré la pause de la Covid, etc. Mais malgré ça, je constate que, quand même, il y a un agent qui transforme, qui change, parfois d'une manière radicale. Oui. Alors, on ne peut pas nier au tourisme cet aspect-là qui existe tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais bien sûr, كما نقولوا احنا بالتونسي كما لحمة الكتف يقولوا تاكلوا مذمومة. Voilà, le tourisme c'est un peu ça. On ne va pas finir, on ne va pas pouvoir s'en sortir vraiment de ce paradoxe du tourisme. Donc c'est dévastateur, mais en même temps aussi c'est constructeur. Ça aide. Aucun pays ne peut vraiment, comment dire, passer au-dessus ou ne pas recourir au tourisme de nos jours, presque. C'est presque impossible. Dites-moi, quel pays qui n'est pas touristique de nos jours ne s'est pas ouvert au tourisme? On peut partir des pays les plus fermés politiquement, tout ce que vous voulez, aux pays les plus riches qui ont le pétrole, etc. Tous ces pays-là investissent dans le tourisme. Vous voyez, et même maintenant, donc, le tourisme est devenu un peu l'apanage, en quelque sorte, des pays riches. C'est les pays qui ont les moyens, qui peuvent développer le tourisme rentable, bien sûr. Vous voyez, et on va parler de cela un peu plus loin, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle le overtourisme. Overtourisme, c'est-à-dire le surtourisme, les surdoses touristiques. Il y a des pays maintenant qui souffrent de leur succès, en premier lieu l'Espagne. Donc, où des villes, les gens ne peuvent plus vivre dans leur ville. Tellement leur modèle de développement touristique a marché. Vous voyez, c'est un beau paradoxe, c'est un beau problème. Comment s'en sortir de tout cela? Mais c'est pas ça seulement, parce que en même temps qu'il y a de l'overtourisme, il y a aussi de l'undertourisme. Il y a le sous-tourisme. Même il y a des pays qui vivent une anémie en quelque sorte touristique. Vous voyez, c'est un peu pathologique ce que je veux dire. Alors, donc, juste pour revenir un peu dans l'histoire, ça nous aide aussi quand on met les jalons de l'évolution, comment les phénomènes ont évolué, ça nous aide à comprendre ce que donc la réalité d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Alors, le fort démarrage, si vous voulez, Djerba a vécu ça,
donc du tourisme, c'était à l'échelle du monde, mais surtout à l'échelle dans l'espace méditerranéen plus particulièrement, pour la Tunisie encore plus particulièrement, c'est les années 60, 70. Donc qu'est-ce qui a marqué cette période-là, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc c'est après la deuxième guerre mondiale, l'Europe, comme vous le savez, donc était passée par une phase difficile, puis il y a une reprise économique, elle avait besoin de la main-d'œuvre, donc il recrutait la main-d'œuvre, entre autres ici, c'est-à-dire au Maghreb, dans les anciennes colonies, mais ils ont commencé à exporter, donc à émettre des touristes. Pourquoi? Pour maintes raisons. Alors d'abord, parce que c'était un nouveau phénomène, mais c'est surtout, puisque ça fait pas longtemps qu'on a commencé, hein, c'est les années 30 en France par exemple, qu'on a commencé à accorder des congés payés aux employés et aux ouvriers. Alors, et les employés, les ouvriers, ils n'ont pas profité de ce droit-là parce qu'il y a eu la deuxième guerre. Donc, ils ont commencé à profiter de cet avantage juste après la deuxième guerre. Alors, donc, du coup, on a ouvert donc des zones, Côte d'Azur, l'Italie, l'Espagne, etc. Et puis, quand ces zones-là étaient saturées, on a regardé au-delà et on a commencé donc à investir avec les pays nouvellement décolonisés, entre autres la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, vous le savez, n'a pas s'est orienté, s'est tourné donc vers d'autres alternatives. Alors, et on a connu, donc on a commencé à connaître le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme balnéaire et le tourisme de masse. Et Djerba, comme vous le savez, donc vous l'avez vécu, certainement, c'était parmi les premières destinations à donc accueillir des touristes de Club Med, etc. Même il y a d'autres hôtels aussi, je pense, qui étaient construits, parce que j'en parle dans mon livre. Hein, donc, c'est pendant cette période-là qu'on a commencé donc la mise sur pied de l'industrie touristique dans le pays. Mais ça a été renforcé, et là j'ouvre une petite parenthèse puisqu'on parle de notre pays, et nous savons tous ça, nous l'avons vécu, je viens de le dire, c'était pas un choix seulement économique, motivé par le manque de ressources naturelles, parce qu'on n'a pas de pétrole, etc. Mais c'était aussi un choix politique, hein, on le sait, un choix, il vient en quelque sorte s'arrimer avec d'autres choix majeur que la Tunisie de Bourguiba a adopté pour la santé, l'émancipation de la femme, et surtout, parce que ça c'est un agent là, et le tourisme joue un grand rôle, c'est l'ouverture à l'Occident. Ou pour certains, c'est un peu l'occidentalisation même. Bon, alors, c'est parce que le tourisme, donc, nous permet de passer entre deux réalités radicalement opposées. Il ne faut pas oublier que le mouvement national tunisien a bâti son discours sur « veut pas l'ennemi occidental, l'ennemi l'autre ». C'est ça, c'est ce qui a fait qu'en parlant de l'émancipation de la femme, les années 30, on s'est opposé à l'appel de Bar Haddad pour le voile, etc. Vous connaissez cette histoire, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Mais alors le tourisme permet ce passage entre deux antagonismes, si vous voulez, dans la relation à l'Occident. Avant l'indépendance, c'est l'autre, un discours quand même veut pas hostile, et puis comment assurer un passage, donc fluide, encore une fois, vers, entre autres par le tourisme, par le discours politique, par l'enseignement, le français par exemple, et le tourisme aussi, parce que ça permet donc de passer de l'ennemi à l'ami, de l'ennemi national à l'ami national. L'ami national, c'est le tourisme. Oui. Alors, l'ami national est dans les hôtels, etc., même privilégier cet ami national, et aussi, veut pas,
peut-être dans le non-dit, voire dans l'interdit, l'inter avec réunion, c'est un modèle. Mettre l'homme blanc, moi j'ai dans le livre, vous allez le voir, j'ai rencontré des gens, entre autres ici, Ahmed Smel, vous savez, c'est un fondateur, parmi les fondateurs. Alors, il m'a dit Bourguiba, il voulait dire aux Occidentaux que, regardez, moi, j'ai élevé un Tunisien qui vous ressemble. Il parle des langues, il maîtrise des métiers, etc., etc. Alors, du coup, le miroir, donc le miroir des touristes tunisiens, etc., ça joue, c'est une dynamique que le tourisme a créée, vous voyez. Mais, bien sûr, l'intitulé dans mon livre, c'est Identité de façade et zone d'ombre, tourisme, patrimoine et politique en Tunisie. Aussi, là, on l'a dit, c'est le paradoxe du tourisme. Bien sûr, il a approfondi, il a accentué, voire aggravé aussi les disparités régionales. C'était concentré sur les côtes, et pas toutes les côtes. D'après Ahmed Smaoui, moi je n'ai pas fait disons, d'études là-dessus, mais il m'a dit on n'a exploité jusqu'à date que 10% de nos côtes. C'est pas beaucoup. Mais ça n'empêche que ces zones, ou cette partie des côtes exploitées, a profité quand même, et il y a eu un décalage qui s'est créé entre donc, ces zones, quelque part, comment dire, urbanisées, et le reste du pays. Donc tout a été drainé en quelque sorte, ou drainé plutôt, par l'activité touristique, et les autres donc, qui n'ont pas profité de cette activité sont restés donc, dans les zones d'ombre, effectivement. Et ce n'est pas seulement le tourisme qui est à l'origine de ce décalage, mais c'est l'un aussi des secteurs qui ont contribué à tout ça. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à mon fil conducteur que j'ai préparé. Alors, revenons à, donc on a dit que le tourisme, donc le fort démarrage de tourisme, c'est les années 50, donc, et ça s'était poursuivi donc dans cette lancée-là, des pays émetteurs, essentiellement les pays européens, comme je l'ai dit, un peu l'Amérique du Nord aussi, et, pardon, des pays récepteurs, qui sont des pays, pour la plupart, des pays du tiers-monde. Et en même temps, donc, il y a, bien sûr, il y a une industrie touristique locale, mais c'est un peu du type, ça va de soi. C'est-à-dire que des gens vont de Paris vers la Côte d'Azur en France, c'est normal. On ne l'appelait pas vraiment tourisme en ce temps-là, excursion, voyage intérieur, etc. C'est donc au fur et à mesure que cette industrie se développe, ça devient, on commence à admettre que le tourisme est partout. Et c'est un peu aussi à l'image de, moi je suis ethnologue, hein, c'est à l'image aussi de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Début des années, comme je l'ai dit, fin du 19e, début 20e, jusqu'au peut-être 1950, 1960, 70, l'ethnologie se faisait dans un seul sens. Donc c'est les pays du tiers-monde, etc. Petit à petit, les ethnologues ont commencé à travailler sur leur propre culture. Pareil. Donc pour le tourisme, on a commencé à voyager chez soi. Et donc on a créé ce qu'on peut appeler l'autre de soi. Une altérité de proximité. Des destinations de proximité. Vous voyez, et on a commencé à développer ça, surtout par le développement d'un produit touristique, produit entre guillemets. Là, on parlait du tourisme balnéaire, n'est-ce pas? Alors là, ça commence l'émergence du tourisme urbain. Donc, et on commence à sortir de cette dynamique nord vers le sud, le tourisme qui se fait toujours à l'étranger, et ça devient
le tourisme qui se fait chez soi, dans les villes, le tourisme urbain. Et d'ailleurs, même en Tunisie, ici, on a commencé avec Yasmine Hamamet, c'est ce qu'on a voulu faire, avec Souk aussi un peu, je pense, ici, etc. Mais ce qui se faisait en Europe surtout était beaucoup plus fort et à des échelles vraiment supérieures. Alors, donc, ça a préparé un peu le lit, ce phénomène de tourisme urbain, à ce phénomène que l'on vit de nos jours, que les Européens vivent, c'est pas tout le monde, l'ouverturisme. Pourquoi? Parce que, donc, du coup, les attentes, les quêtes, ce n'est plus aller se reposer, se détendre sur un transat à Djerba ou même je ne sais pas, en Thaïlande ou peu importe. Non, c'est devenu, on est passé donc de ce tourisme un peu relationnel, on parlait, je ne sais pas avec qui on parle de relation tout à l'heure, à ce qu'on appelle un tourisme expérientiel. Expérientiel, c'est-à-dire vivre l'expérience. Et la ville, le tourisme urbain, ça permet de vivre l'expérience. L'expérience d'une communauté. Vivre avec la communauté. Et donc, les paramètres ont changé. Donc, c'est devenu la priorité, ce n'est plus de trouver des lieux de vacances là, pour nos employés, nos fonctionnaires. Ça doit bouger, ça doit travailler. Pourquoi les envoyer en Tunisie? On peut les garder ici, les retenir ici. Bon, je schématise, vous comprenez, on continue à voyager. Vous voyez, les hôtels ici sont pleins de Français, d'Allemands, etc. Mais, comme je l'ai dit, bon, là, le génie commercial, le marketing, il a commencé à s'adapter donc à ces changements et à créer le besoin et l'attente, le désir local, dans le local. Vous voyez? Bien sûr, pas seulement envers les locaux, c'est-à-dire les Français en France, ou les Allemands en Allemagne, ou les Hollandais en Hollande, mais aussi par rapport à tout le monde. C'est-à-dire, et la proximité est un peu progressive. Vous voyez, c'est-à-dire la proximité immédiate, moins immédiate, etc. Alors, qu'est-ce qui a poussé tout cela et créé vraiment le changement, toute une transformation? Et le tourisme, comme le patrimoine, je vais en parler, c'est un secteur très politique par excellence. C'est très politique. Quand je parle, donc, comment il s'est inscrit dans l'État, la construction, l'édification de l'État de l'indépendance, j'arrive juste. Il s'inscrit aussi dans les changements, les autres changements. Alors, l'Union européenne, donc la démarche à bâtir, à renforcer, à ouvrir les pays européens les uns aux autres, se sont servis beaucoup de la dynamique touristique. Oui, c'est-à-dire ouvrir, faire en sorte que l'Espagnol va en France, le Français va en Espagne, etc. etc. C'est un peu comme le programme Erasmus. C'est un peu Erasmus touristique, mais c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Erasmus? Erasmus, c'est un programme, si c'est Erasmus, c'est un programme européen d'échange d'étudiants. Ouais, vous voyez. C'est un échange d'étudiants, étudiants qui peuvent aller étudier dans une autre université avec des crédits qui comptent. Ils reviennent dans leur université et le passage qu'ils ont fait dans une autre université compte dans leur cursus, dans leur crédit, ils appellent ça, pour le bachelor ou pour le master. Oui, et en parlant d'expérience, donc c'est un tourisme expérientiel. Moi, je travaille sur l'Espagne. Quand je voyage en Espagne, je suis toujours entouré d'Erasmusiens, si l'on peut dire, des étudiants, parce que je loue comme ils louent, etc. J'ai des rencontres, je travaille avec des collègues universitaires, parfois je donne des conférences comme ça, il y a un étudiant du Norvège, l'autre de, je ne sais pas, de la Turquie, parce que la Turquie
c'est un membre aussi de l'Erasmus pour moi. Et il s'est ouvert l'Erasmus aussi aux pays du Maghreb, je pense. Oui, Vous voyez, c'est un grand programme. Et qu'est-ce qu'il a donné? C'est incroyable, parce que ça fait des années maintenant, il y a des couples, des enfants nés de couples qui se sont connus dans Erasmus. Vous voyez? Alors, le tourisme européen fonctionne maintenant à l'Erasmus, en quelque sorte. Vous voyez? C'est plus large, l'Erasmus touristique. C'est plus large que l'Erasmus académique. Oui, madame. Je voulais vous demander, en tant qu'ethnologue, quand vous avez parlé tout à l'heure de l'homme blanc comme objet d'étude, et qu'est-ce qu'il recherche, est-ce que cela implique par conséquent que l'homme pas blanc a tout un autre besoin, toute une autre typologie de ce qu'il recherche quand il voyage et quand il fait du tourisme? Je ne sais pas si j'ai bien compris ou si vous avez bien compris ce que je disais. Non, tout ce que je disais, moi, c'est que bon, l'ethnologie et l'anthropologie, à ses débuts, étaient allées dans un seul sens. Un peu, bon, c'est des hommes blancs, entre guillemets. Hein, il y a des Indiens qui ont fait des études universitaires, par exemple, aux États-Unis ou bien à Londres, qui sont des Pakistanais, des Sri Lankais, etc., et qui sont des sommités maintenant de l'université blanche, entre guillemets. Moi, oui, moi-même, je sais. Vous voyez comme je suis. Non, je sais. En partie, je suis blanc dans ce sens-là dont je parle en ce moment. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que la majorité, parce que les universités européennes, américaines, alors, avaient bâti des programmes pour étudier des cultures, soi-disant traditionnelles, exotiques, dans d'autres pays. Alors, ça, c'était la règle, en quelque sorte. هنا سي دين مكينة جاء قال شنو الحكاية هذيا وعلاش معناتها علاش كان ديما ما تعمل كان dans ce sens-là. أنا je vais faire l'exception. ممكن أيضا ندرسوا الإنسان الأبيض معناتها بصفة عامة. وين فهمت؟ وقال له فينومين تاع التوريزم. C'est un phénomène هذا يخلينا ندرسوا comme objet هو aussi objet d'étude. C'est pas l'autre homme seulement اللي هو objet d'étude. هو لازم يكون حطوه في اللابوراتوار زاد كيما الفار. فهمت؟ علاش ديما الاخرين كيما الخيرين. Bon, excusez-moi de la caricature, mais c'est... Oui, mais ma question, peut-être j'ai mal posé la question. Ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que peut-être, je me pose la question depuis toujours, nous, en tant que les citoyens du monde qui gardent encore plus ou moins ces traditions, plus ou moins ce monde d'antan, est-ce que, je me demande, on a une autre perspective ou un autre besoin quand on pense au tourisme? Est-ce qu'on cherche quelque chose d'autre? Ouais, voilà ma question plutôt, mais je n'arrive pas à la bien poser. Oui, c'est sûr. Nous sommes tous touristes en fin de compte. C'est ce que j'ai essayé de dire au début. Hein. C'est-à-dire cette quête. أي إنسان عنده رغبة أنه يكتشف، أنه يسافر. وعلى ذلك قلت في الأول اللي مش المهم هي الوجهة وين ماشي، المهم أنك تسافر. أكبر يمكن مع الحركة متاع السياحة في التاريخ وحتى التوا هي الحج. D'ailleurs, on dit la Mecque de quelque chose, c'est pour dire la grande destination de quelque chose. Mais الحج المسيحي زاد مش الحج المسيحي معناتها والحج اليهودي عندكم لهنا اتسيتيرا. دونك هي سياحه، هذه بشكل قديم برشا من السياحه. ما انا تعديت بسرعه معناتها ما حكيتش عليه، اما معناتها سي بديهي هذايا معناتها فهمتوا. Une définition économique. Économique, oui, mais ça va. Le fait de faire le déplacement d'un lieu à un autre, pour un divertissement, pour chaque. Ouais, mais oui, ما نحبهاش موجودة هي معناتها. Oui, ça fait ma définition, il passe 24 heures, voilà, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est dépassé d'abord. Dépassé d'abord. De deux, c'est, comment dire, c'est limitatif. Ouais, c'est ça. Ouais, simpliste, ouais, c'est très simpliste. Pas de monsieur.
voulais reprendre ce que vous avez dit sur le rapport qui existe entre le tourisme et la politique. Vous avez signalé un peu et ont vu les différentes étapes, les années glorieuses, les secondaires. Je sais qu'à la fin des années 60, en Tunisie, le tourisme a commencé avec Ahmed Bassan, avec la collectivisation. Puis il y a eu une continuation. Donc, les années 70, c'était l'ouverture vers l'Occident. Parce que Bourguiba, effectivement, a ouvert les vannes vers l'Occident. Oui, mais ça m'a dit juste, Ben Salah, le tourisme envers qui alors? Ça s'adresse à qui? Non, je veux dire la collectivisation, parce que moi j'ai vécu le commencement de Pantal. Oui, les hôtels de l'État. Oui, ouais. Mais c'était en 67, 68, 69, ouais. etc. Donc ça a commencé avant l'arrivée du... Voilà, c'est ça. Donc, pour dire, parce que vous avez dit que était un des fondateurs, à l'époque, était en prison. Oui, mais il est parmi les premiers à travailler à l'Office national du tourisme tunisien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le lien avec la politique est venu avec l'arrivée du pétrodollar des pays du Golfe, avec l'arrivée du Premier ministre Nzal. Parce qu'il a ouvert aussi, au lieu d'ouvrir vers l'Occident, il a ouvert vers les pays du Golfe. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir les responsables qui viennent des pays du Golfe. Et j'ai une petite anecdote qui m'a été racontée que Bourguiba, quand il recevait les officiels des pays du Golfe, il levait la tête. Et un de son entourage lui dit: Monsieur le Président, pourquoi vous ne recevez pas assez bien les officiels des pays du Golfe? Et Bourguiba a répondu: moi, j'ai appris à regarder en haut. Je ferme la parenthèse. Donc, avec l'arrivée de ces gens-là, l'impact de ces gens-là, je dis ces gens-là de Jacques Brel, parce que ces gens-là, monsieur, ils ne savent pas vivre, ils n'ont que de l'argent. Alors, ils ont construit des hôtels à leur guise. Alors, même l'architecture, elle est imposée par leur argent. Il faut faire ceci, il faut faire la cadre, faire ceci, etc. Et leur présence était une présence dévastatrice dans le sens moral aussi. On avait vu ça. Donc l'intervention de l'ouverture vers les pays du Golfe a fait qu'on a, parce que je considère que la courbe est sinusoïdale, avec des upper et des under. Les moments où sont passés les pays du Golfe, c'est vrai, ils ont apporté de l'argent. Mais ils ont apporté de l'argent pour investir pour eux, pour gagner et pour nous donner un type de tourisme rétrograde et antidémocratique. Or, l'Occident, ce n'est pas pour défendre l'Occident, mais pour défendre les libertés et la démocratie. Quand on a ouvert le tourisme vers les pays occidentaux, c'est en même temps vers le savoir-faire, le civisme, la démocratie, la liberté et la sécurité. Donc, cette période pour moi, c'était une cure. Puis, il y a eu, bon, ils ont fermé maintenant plus d'Abonawes, plus de machin, parce que l'invasion de l'Afrique, etc. Donc, il y a eu une nouvelle étape, heureusement, qui a repris d'une manière assez correcte en se libérant un peu de ces gens-là. Mais il y a eu d'autres affaires, d'autres attentats, d'autres machins qui ont fait que le tourisme occidental a été un petit peu amputé. Par exemple, les Allemands qui venaient à Djerba étaient à 80%, le tourisme était à 80% allemand. Et après, il y a eu diminution du tourisme allemand, il y a eu aussi d'autres. Maintenant, nous recevons les Russes, les Polonais, etc., les pays de l'Est, c'est les pays pauvres, excusez-moi. Donc, on a aussi une nouvelle descente. Et en attendant la reprise pour remonter un peu avec les pays de l'Occident qui sont en même temps en crise. Donc pour moi la chose est sinusoïdale, mais quand la politique est bonne et quand la politique est bien programmée,
bien menée, on a un bon tourisme. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est vrai, c'est très en lien avec l'évolution politique. Merci. Si vous permettez. Si vous me permettez, très rapidement. Je crois par méthodologie, laisser M. Habib finir son intervention. Juste vraiment, ça me paraît important de bondir sur cette... Brièvement, parce que sinon, je ne vais pas parler de l'Espagne et de... Très brièvement sur ce programme Erasmus. Je crois que, mais vous allez peut-être en parler, le tourisme européen a énormément bénéficié d'un instrument, d'un élément institutionnel qui est la libre circulation des personnes, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des services. Ce sont des instruments que les Européens ont mis en place et dont le tourisme a profité d'une manière sans limite. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, mais seulement à l'échelle de l'Europe. C'est ça, oui. Bon, bref, rapidement, je ne vais pas vraiment commenter peut-être ce que vous avez dit, oui, tout à fait. Dans une certaine mesure, ce sont des points de vue, disons, mais juste pour aborder dans le sens où vous le dites. C'est pas du point de vue, c'est du vécu. Ouais, bon, en tout cas. Je peux être une référence pour vous, sur ce plan-là. Hein. Parce que j'ai vécu la période. Les années 60, les années 70, j'étais dans le terrain. Vous êtes cher à l'Espagne. Ouais, 20 minutes. On peut faire. Je vais avancer vite. بعد كنا نحكي ouais on fait le débat juste باش نحكي donc juste développer rapidement sur le patrimoine, la communauté et après je vais parler des exemples donc Espagne et Québec rapidement et on peut discuter de la Tunisie dans ensemble. Alors 20 minutes peut-être, oui, 20. Donc, le patrimoine rapidement, hein, moi je l'appelle un faux jumeau du tourisme. Ben, c'est pas la même chose, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ils sont nés, ils ont évolué, deux domaines, plus ou moins dans le même contexte historique et un peu aussi motivés, mobilisés par ces changements dont je parlais, entre autres la modernité. Je disais, quand j'évoquais l'Inmekenel, donc la modernité a créé des ruptures, etc. L'homme moderne qui était perdu, qui cherchait un monde perdu, etc. Alors, le patrimoine, c'est une réponse en quelque sorte, c'est une réaction par rapport à des ruptures. La modernité a créé des ruptures par rapport à la tradition, par rapport à certaines cultures, à des modes de vie, etc. Alors, le patrimoine, c'est un outil pour remédier un peu à ces ruptures. Donc, c'est un remède qui guérit. J'utilise une métaphore, si vous me permettez, les maux du temps, le mal du temps. Comment? Par la célébration du passé, les monuments. Vous êtes bien placé comme moi, alors pour comprendre ça, vous le vivez comme... Donc, c'était notre vécu, comme monsieur le disait là, par rapport à son expérience. Célébration du passé, stabilisation du présent. Le patrimoine nous permet de sortir un peu stable par rapport à nos repères du passé, etc. Et c'est une anticipation sur le futur, le patrimoine. Parce qu'on a tendance toujours, ben, je peux parler des heures et des heures sur ces questions-là, mais on a tendance à associer le patrimoine plus au passé qu'au futur. Alors que c'est le développement durable, hein, le patrimoine la réflexion sur le patrimoine a précédé en quelque sorte ces réflexions, ou du moins elle en fait partie. Vous voyez, parce que regardez,
il y a un parallèle facile qu'on peut faire entre, par exemple, la naissance de la réflexion sur le développement durable dans les années 80 et les conventions sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est plus ou moins dans la même période, si ce n'est pas dans les mêmes années en quelque sorte. Bref, alors le patrimoine c'est une affaire du futur. C'est nous quand on conserve, on préserve, on restaure, on met en valeur, c'est pour les générations futures, n'est-ce pas? C'est pour permettre à nos enfants de aussi jouir de ces expériences de l'histoire et du temps. Alors, donc, c'est ce qui fait que le patrimoine donc, est un axe aussi, un agent de stabilisation et aussi, comme on le disait pour le tourisme, le patrimoine c'est aussi domaine très politique. Autant que le tourisme, voire plus que le tourisme. Parce que quoi préserver, comment, quoi prioriser, etc. Ce sont des enjeux très complexes et autre chose, le patrimoine très disputé. Les conflits autour du patrimoine, que ce soit à l'échelle parfois régionale, nationale et bien sûr à l'échelle internationale. Donc c'est parmi aussi ces domaines-là qui sont toujours d'actualité, le patrimoine, tout comme le tourisme. Et il y a eu donc un fusionnement des deux jumeaux, entre le tourisme et le patrimoine, par des aspects, des facettes du patrimoine, du tourisme, qu'on appelle tourisme patrimoine, tourisme urbain, tourisme architectural, monumental, gastronomique, etc. Alors, tout cela a fait en sorte que ces deux domaines-là sont vraiment combinés et quand on parle du tourisme, en quelque sorte, on parle du patrimoine et vice-versa. Alors, donc, ces enjeux dont je parlais tout à l'heure par rapport au tourisme, au patrimoine, etc., ont quand même amené la communauté scientifique à proposer ou à développer des critiques par rapport aux politiques, surtout par rapport aux politiques patrimoniales plutôt et touristiques. Alors, je vais vous parler rapidement d'un courant de recherche qu'on appelle de Critical Heritage Studies. Ce sont des approches qui ont commencé pour la plupart en Australie, dans un monde qui nous est un peu à l'écart, pour nous qui sommes en Europe, en Méditerranée. Et donc, eux, ils ont surtout critiqué le fait que ce soit le patrimoine ou le tourisme, ce sont deux domaines qui sont dominés d'abord par l'État, donc des politiques officielles, par les ONG, les organisations non gouvernementales, et surtout par les experts, entre nous, les scientifiques. Donc, alors, ces critiques-là, selon eux, donc, ça a donné lieu à ce que, surtout une archéologue qui s'est convertie en anthropologue, qui s'appelle Lola Jane Smith, elle a développé un concept qu'elle a appelé the Authorized Heritage Discourse. On peut le traduire en français un peu par le discours prescrit sur le patrimoine ou discours autoritaire portant sur le patrimoine, quelque chose qui ressemble à ça. Alors elle a développé, elle a pris appui surtout sur les travaux de Michel Foucault, etc., que donc c'est le pouvoir toujours, celui qui détient le pouvoir, détient le savoir et vice-versa, détient le savoir plutôt, détient le pouvoir, l'articulation entre pouvoir et savoir, et les experts donc, de l'UNESCO, de l'UCOM, etc. Donc c'est eux qui décident du patrimoine, c'est quoi ton patrimoine à toi ou mon patrimoine à moi, alors que lui, par exemple, moi je suis en Tunisie, lui il vient de l'Australie, il est expert de l'UNESCO, il vient décider d'une manière ou d'une autre pour moi, ça ne se fait pas selon ce courant d'études.
Et du coup, alors, ils ont commencé plutôt à opter pour l'implication des communautés locales. Il faut que les porteurs du patrimoine qui en décident de son sort. Vous voyez? Alors, et c'est ça, c'est ainsi que naît la communauté locale. Bien sûr, ça existe, c'est toujours dans la métaphore, bien sûr, qu'on est né, mais dans ce domaine-là. Alors, la communauté locale, donc l'intérêt porté pour les communautés locales, ça a commencé bien sûr par les politiques sur le développement durable, parce que l'un des volets des objectifs, disons, que vous connaissez sur le développement durable, c'est l'implication des communautés locales. Comment faire en sorte que ces questions-là, donc les affaires de la communauté locale, soient prises en charge par elle-même, par des acteurs de la communauté locale, au moins. Alors donc, dans le tourisme, donc ça a donné lieu à cette tendance vers un tourisme alternatif et puis aussi vers la mise en valeur du patrimoine d'une manière qui implique vraiment la communauté locale. Alors, mais le tourisme, ce qui est bien dans le tourisme et en même temps, ce qui est il faut un peu prudent, il faut être prudent avec le tourisme, c'est un secteur comment dire, très mercuriel, c'est comme de la mercure. Vous voyez, donc c'est variable, fluctuant, résilient aussi, vous voyez, après le, voilà, évasif, invasif aussi. Donc après la Covid, c'est très résilient, hein, la reprise maintenant touristique est partout dans le monde, vous voyez. Alors, donc, le tourisme, ou les opérateurs de tourisme, ils ont ce flair-là pour se positionner à tout changement et faire en sorte qu'ils en profitent de ce changement. Ils retournent vers eux les choses, vous voyez, pas contre eux. Alors, du coup, donc, la communauté est devenue elle-même un intérêt touristique. On a intégré ça, vous voyez. Alors, c'est ce qui a donné lieu à des comme Airbnb. C'est quoi Airbnb, par exemple? Airbnb, c'est une idée un peu juste qui appelle à l'égalité, l'équité. Pourquoi c'est les hôtels qui profitent toujours des touristes? Pourquoi pas le citoyen qui héberge chez lui? Mais c'est ce discours-là, soi-disant, du donnant du troc. Je vous parlais du troc. Toi, tu viens, je t'héberge, tu contribues, je ne sais pas quoi, etc. Bon, vous connaissez ce discours peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez assez ici à Djerba ou non, mais c'est parti, c'est devenu donc une grosse machine elle-même, donc une machine néolibérale, avec, elle est cotée, je ne sais pas à combien à la bourse, je parle de Airbnb, et il n'y a pas que Airbnb, etc. Et donc, on s'est retrouvé toujours dans la machine touristique qui tourne et qui rafle tout. Vous voyez, je ne suis pas en train de critiquer le tourisme, moi, je sais pas, je critique, mais pas dans le sens que je suis contre ou pour, c'est pas ça, mais c'est juste pour, parfois j'emploie des mots un peu forts, c'est pour schématiser, pour souligner certaines choses. Mais je travaille sur le tourisme par évidence, je défends le tourisme, mais en même temps aussi, je dirais que je défendrai un tourisme plutôt que je préfère, c'est-à-dire un tourisme qui rend service à tout le monde. Hein, c'est pas... Si je peux me permettre, on ne peut pas être contre le tourisme, on peut être contre un tourisme bien déterminé, ouais, c'est ça. Une certaine façon de pratiquer. Une exploitation touristique. Absolument, oui. on ne peut pas être contre parce que c'est vital. Les études que vous avez faites montrent que c'est l'humain qui veut qu'il y ait tourisme. Effectivement. Ouais. Alors j'arrive là rapidement, donc pourquoi l'Espagne, le Québec et la Tunisie? Pourquoi moi j'ai choisi ça? Oui, c'est vrai, je l'ai dit au début, parce que je travaille sur l'Espagne, je travaille sur le Québec, je vis au Québec, je suis canadien et tunisien. Alors, donc, pourquoi ces trois pays? D'abord, par rapport à ces questions-là que je viens de soulever, donc l'Espagne, par exemple,
on trouve les communautés en Espagne, par exemple, la communauté locale est au cœur des activités touristiques. Ça nous permet, c'est un modèle qui nous permet vraiment de saisir qu'est-ce que ça veut dire une communauté locale qui s'est inscrite, qui agit, qui contribue au développement touristique. Donc, elle est au cœur des activités touristiques patrimoine, non seulement comme mobilisatrice, mais surtout comme âme, esprit, source d'atmosphère typique à l'Espagne. L'atmosphère comme patrimoine. Et là, je vais m'attarder un peu parce que j'en parlais avec Mourad quand on venait dans son auto. L'Espagne, oui, c'est un pays riche culturellement, il y a des plages, il y a d'autres tourisme balnéaire bien développés, l'hôtellerie, les monuments, el Hamra, l'imaginaire rêvé d'un Orient bien implanté en Occident, l'Andalousie, etc. Tout ce Picasso, les arts, Gaudi, Barcelone, mon Dieu. Alors, mais il y a un autre monument, beaucoup plus fort, beaucoup plus imposant. Ruh, ce qu'on appelle les scientifiques, l'atmosphère. Pour ne pas tomber dans le religieux, le spirituel, on va dire l'atmosphère. نفهموا معك انا ومراد بيك نحكي مش كيفاش نترجمها انا l'atmosphère. Corrida, oui. Ben non, plusieurs régions de l'Espagne. Le Jao, l'ambiance, ben voilà, c'est ça. Siesta. La siesta. Et moi, je vais en parler de drogue, etc. Je vais vous inviter, mais pas pour longtemps, d'utiliser vos téléphones, comme Madame Khawla, et juste cliquer sur Facebook. Dans Facebook, si vous avez Facebook, Tapas Forever. Tapas Forever. Oui. Vous voulez vos Facebook, cherchez quand vous cherchez une page. Après, vous allez voir la page. Tapas, c'est comme tapas, comme ça se prononce. T-A-P-A-S. Tapas Forever, c'est-à-dire pour toujours. Tapas Forever. Ouais. C'est andalou, c'est très andalou. C'est des petits. L'objet. Ouais. Alors, après, vous allez lire ça. Vous savez, c'est quoi ça? Ce sont des groupes Facebook. Maintenant, des groupes Facebook avec 10 milliers de personnes, des gens qui donc créent ces groupes-là pour s'informer comment s'installer en Espagne. Pas comme migrants, mais comme touristes permanents. Le tourisme résidentiel. Vous voyez? Et là, ça rapporte pour l'Espagne, c'est incroyable qu'est-ce que ça rapporte en termes de devises, etc. Parce que c'est pas le touriste qui va venir une semaine, tout compris, ou là, justement, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Hablas espagnol? Hablas espagnol? Oui. Je connais très bien. Ouais. Alors, donc, ça c'est, comment dire, ça c'est, donc, c'est la manne touristique, donc, de nos jours pour plusieurs villes. Et ça a créé des problèmes. Donc, c'est entre autres parmi les raisons pour lesquelles ce phénomène est très présent en Espagne et l'ouverturisme, c'est que, justement, les gens, donc, d'abord, il y a beaucoup de jeunes qui viennent comme dans le cadre de l'Erasmus, etc., et où viennent des week-ends à Barcelone, etc., pour faire le show, pour le dire ainsi, mais aussi, il y a de plus en plus des milliers de gens qui cherchent à immigrer en Espagne comme touristes, pour passer leur retraite, ou de nos jours, c'est ce qu'on appelle de digital nomades. Je ne sais pas, nomade. Donc, c'est de plus en plus digital nomade. Donc, là, par exemple, en Espagne, au Portugal, la Croatie aussi, etc., on a créé des visas pour ces gens-là, pour les attirer.
et suivez mon regard de qui je parle, en fait, derrière ce que je cherche à dire. Alors, qu'est-ce qu'on cherche alors, qu'est-ce qu'on a créé? Des lois. Donc, la loi, l'Espagne a deux types de visas. Le visa qu'on appelle visa non lucratif. Le visa non lucratif, c'est-à-dire que tu viens en Espagne et يطلبوا منك un certain montant, quelque chose comme ça, ما تخدمش. Donc, ما تخدمش, tu peux faire du commerce, mais essentiellement, c'est moi non lucratif, visa de retraité. Les Canadiens, par exemple, c'est à la mode maintenant. يحتفلوا les Canadiens وقت اللي ياخذوا فيزا لوكاتيف. انا نشوف فيهم تبع فيه خاطر على الموضوع هذايا sur Facebook ويعملوا حفله وتشن تشن etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu le visa lucratif ويمشيوا يعيشوا في اسبانيا etc. في l'Andalousie ou peu importe. N'en parlons pas des Britanniques etc. Qu'est-ce que ça a donné ça? Bien sûr, donc ça c'est une force économique. Donc, c'est des ressources économiques. Pour le Brexit, les Anglais, ce sont les premiers à occuper, à avoir acheté des terrains, des appartements, etc. Ils ont rassuré, donc ils continuent à vivre. Il y a maintenant des petites villes en Espagne où l'on parle seulement l'allemand ou seulement l'anglais, etc. Tellement il y a. Alors, du coup, donc, ils ne cherchent plus l'autre tourisme, ça marche. Bon, ça d'une part. De deux, c'est donc ce nouveau phénomène de digital nomades. Ils ont fait, le Portugal a etc. Donc c'est des jeunes, et surtout ils cherchent, etc. Là, ils cherchent des ingénieurs qui viennent s'installer pour vivre et aussi pour contribuer, pour influencer. Les ingénieurs espagnols ou la portugais, etc. Donc, vous voyez comment ça bouge ce monde de tourisme et de patrimoine. Alors, donc, tout cela, et les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Gaudi ou Hamra, je peux aller voir, visiter ça 1, 2, 3 fois. Non, vivre le vécu espagnol. C'est l'atmosphère. يعني الروح الإسبانية ناس يحبوا يعيشوا فيها. Moi-même, donc, fais partie de ces gens-là. Bah, je ne suis pas retraité, mais comme je travaille sur l'Espagne, je connais bien. Ça fait 7 ans moi, que je travaille sur l'Espagne. C'est vrai. En Espagne, on sent quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas traduire, qu'on ne peut pas dire. Plutôt, plutôt, tu le vis par expérience. Et en plus, ben, parce qu'il n'y a pas plus facile que ça que d'offrir un cadre, comment dire, profitable à vivre à l'aise, en sécurité, avec un minimum d'hygiène, etc. C'est pas difficile ça, ça demande pas de bâtir je ne sais pas quoi, etc. C'est plutôt une question d'organisation et de service. Vous voyez? Et moi je dis ça, mais en même temps parce que je sais que dans notre pays, tout cela existe. On a cette roue. Nous sommes une nation, nous avons une culture, des traditions, etc. Et nous sommes des Méditerranéens. Au Portugal, moi aussi, j'ai vécu cette roue. Bon, excuse-moi, je le dis comme ça parce que je ne trouve pas un autre mot. Vous voyez, ou cette atmosphère, vous pouvez le vivre en Turquie, etc. Alors, donc, c'est juste pour dire que de nos jours, on a intérêt à développer autre chose, outre les hôtels, outre l'industrie touristique que l'on connaît, c'est-à-dire l'industrie traditionnelle, voilà, et classique, si vous voulez. Alors, donc... Est-ce que l'art espagnol est un attribut patrimonial? Oui, ben maintenant, il y a des appels, on appelle à patrimonialiser l'atmosphère. Oui. On appelle à patrimonialiser l'atmosphère. Et je vais passer juste comment on a mis en tourisme cette âme, juste rapidement. Bon. Alors, je vais citer 2-3 exemples. Pareil, je vais vous demander peut-être de regarder, de jeter un coup d'œil sur vos téléphones, juste pour avoir une idée. Alors, on
passant, vous savez combien de touristes qui viennent en Espagne par an? 80 millions de touristes par an, la moyenne. بعد الكوفيد توا نزلنا في 70. Mais c'est fort probable que cette année on va dépasser 80 millions. Barcelone seulement accueille 18 millions de touristes par an sur 1 700 000 habitants. Vous voyez, la ville de Barcelone. La Rambla, vous entendez parler de la Rambla? La Rambla, oui, c'est une promenade. Connaît 100 millions de passagers piétons par an. 100 millions de personnes, avec le chiffre par l'intelligence artificielle, ça déche 100 millions. Il y a des spectacles où les gens vont passer ça. Oui, il traverse, etc. C'est ça. C'est un monument en quelque sorte aplati. C'est un passage qui mène à la mer, à la Rambla. Le phénomène du tourisme résidentiel dont je parlais, je cite un chiffre, 30% de la part du marché immobilier est dominée par cette part de marché. C'est-à-dire des gens qui viennent de partout le monde, qui viennent acheter. Bien sûr, tout cela, il ne faut pas oublier, il faut faire attention, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. C'est pas, quand je dis ça, mais je ne suis pas, moi, j'appelle pas au fait à copier les modèles. Non, à adapter les modèles, à profiter de certains modèles, selon nos réalités, selon nos moyens, selon nos préférences. S'inspirer et l'adapter. Vous voyez, mais parce que il y a beaucoup de problèmes. À Barcelone, il y a tout un mouvement de contestation. Si vous voulez, justement, googlez FEM Plaza, F-E-M Plaza, P-L-A-C-C-D à Barcelone. Après, si vous voulez, FEM Plaza, vous allez voir, c'est une place à Barcelone où la communauté, on parle de la communauté, se réunit pour contester justement ce tourisme excessif. Donc c'est pourquoi on a fait ça. C'est très intelligent. C'est parce qu'il y a eu certainement un mouvement violent contre les touristes à Barcelone. Alors, pour orienter les choses, les encadrer, on a créé, non, l'Espagnol, le Barcelonais ne fait pas ça. Il peut contester. Et nous, on n'est pas contre le touriste. Et les touristes, c'est pas vrai qu'on est touristophobe, comme on le dit de plus en plus de nos jours. Non, mais on veut organiser, on cherche un vivre ensemble équitable. Vous venez chez nous, mais on veut modérer, disons, vos arrivées, etc. Vous voyez, donc, on rentre dans les débats et ce n'est plus une confrontation ni un conflit. Vous voyez? L'autre chose, je vais parler rapidement de comment on a encadré cette route ou cette atmosphère. C'est surtout par les festivals. C'est là où la communauté vraiment trouve toute la latitude pour s'impliquer. Alors, pareil, comme il ne reste pas beaucoup de temps, notez ça, Fallas, F-A-2-L-A-S, si vous voulez, à Valence. Après, vous allez voir. C'est quoi? C'est un festival traditionnel qui date du XVIIIe siècle, je pense. Et il consiste à fabriquer des marionnettes. La falla ou la falla, c'est la marionnette. Falla, c'est le pluriel de falla. Alors, et c'est des marionnettes pour critiquer un peu la société, la politique, etc. Et chaque quartier a son groupe. Les gens du quartier, donc, se chargent de créer leur falla, leur marionnette. Et à la fin, ça dure un mois, on fait comme un top modèle. Comme les festivals de cinéma ou de théâtre, quel est le meilleur film, la meilleure pièce de théâtre, etc. La meilleure falla. Et chaque année, ça mobilise toute la ville, donc, du point de vue économique, culturel, de tout cela,
pour donc vivre ensemble, vivre le sens vraiment de la communauté. Et c'est devenu, bien sûr, une attraction touristique. Alors, c'est énorme, si vous voulez googler par la suite donc, ce festival-là. D'autres villes un peu plus au sud, dans la région valencienne aussi, développent dans tous les villages, surtout les petits villages, les festivals de moros y cristianos. Alors, moros y cristianos, c'est les morts et les chrétiens. C'est pas, bien sûr, on peut vraiment critiquer donc ce festival-là, mais ça n'empêche que ça mobilise les communautés aussi. Alors, dans chaque ville ou village, on va trouver des groupes donc, qui s'identifient aux morts, les musulmans, et d'autres qui s'identifient aux chrétiens, et on va jouer comme une guerre, donc, et oui, mais ce sont essentiellement un peu comme le Fayas, c'est un défilé pour créer des prétextes pour faire un défilé. Parce qu'il y a un point important que je n'ai pas dit de Fayas, ça mobilise toute la ville de Valence pour pas seulement créer fabriquer des marionnettes, non, mais chacun doit porter le costume traditionnel et participer à un défilé. Alors tous les jours, il y a un défilé de costumes traditionnels portés. Des enfants, parfois des bébés, dans les poussettes, jusqu'à des personnes âgées qui sont en mesure de marcher. Vous voyez, alors toute la ville participe de cette manière-là, sans parler donc des groupes qui fabriquent des marionnettes, etc. Vous voyez donc à quel point la communauté, donc c'est devenu une affaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire, une prise en charge porteuse de son patrimoine, c'est dans le vrai sens du mot. Alors, moros y cristianos, ça ressemble un peu à ça, l'orientation est un peu politique, etc. Bon, mais ils ne vivent pas vraiment politiquement. Peut-être, donc c'est derrière, dans le background, bien sûr, si on approfondit un peu la réflexion, ce sont des frontières un peu culturelles qui restent. Moi, je le dis parfois pour mes amis espagnols, mais eux, ils le vivent parce qu'ils sont habitués à animer ces spectacles-là. Et en partie, ils sont contents de porter des costumes à l'orientaliste ou avec du turban, je ne sais pas quoi, les chrétiens. À un certain moment, la femme ne participe pas. Après, on a changé, les femmes participent maintenant. Elles font la guerre, là. Elles jouent la guerre, etc. Il y a des villes justement qui étaient un peu sensibles, c'est conflictuel. Pourquoi raviver toujours ce conflit entre musulmans et chrétiens? Alors ils font, une année c'est les moros qui gagnent la guerre, une autre année c'est les chrétiens. Ou on finit des amis ou des trucs comme ça, vous voyez? Alors donc, mais ce qui importe ici, c'est que, de point de vue dynamique locale, ça crée vraiment une vraie dynamique. Et donc, ça permet à cet esprit, à cette atmosphère dont on parlait, d'être mise en évidence. Voilà. Je ne vais pas parler du Québec, malheureusement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais de toute façon, moi, c'est ce que je dis toujours quand on avait... moi, j'ai voulu juste peut-être... pareil, je vous fais travailler un peu, excusez-moi, je suis prof. Alors, juste, si vous voulez, le Québec, et ça va tout vous dire, je voulais vous parler des musées surtout. Parce que il y a il y a beaucoup de musées communautaires au Québec. Au Québec, avant, c'est ce que me disais moi, avant d'arriver moi-même, moi ça fait 25 ans, pratiquement que je suis au Canada maintenant, alors ils me disent qu'avant, dans chaque quartier, on avait un musée, une église. Là, de nos jours, dans chaque quartier, on a un musée. Vous voyez, bon, c'est une image, c'est pas aussi près que ça, c'est précis que ça, mais c'est une image. Alors, le musée de modèle que je vous invite, et surtout parce que mes amis Mourad et Nasser m'avaient parlé d'un projet éventuellement, de centre d'interprétation, etc. Je ne vais pas dire le secret, peut-être, je ne sais pas, bon, mais bref, non, bon, en tout cas, mais juste parce que c'est un exemple, le musée de la mémoire vivante. Alors, si vous voulez, musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli ou au Québec,
et ça va sortir. Il consiste en quoi? En deux mots. Ce musée-là, c'est un musée de la mémoire vivante. Donc, comment préserver la mémoire? Il n'y a pas de collection d'objets, c'est-à-dire des monuments, des vestiges, etc. Il n'y a pas d'archéologue là dans ce musée-là. Il y a plus des gens, on invite les gens à venir raconter leur histoire, leur récit de vie, ou récit de pratique, pour les savoir-faire, un artisan, un menuisier, un peintre, etc. Comment il a commencé, comment il le faisait, il a appris ça de ses ancêtres, de ses parents, etc. etc. On enregistre, on a des petits studios d'enregistrement au musée, et après les gens viennent écouter et voir, parce qu'un enregistrement audiovisuel. Vous voyez, bien sûr, il y a des expositions, et oui, ça s'élargit, s'ouvre sur toute la région, ce musée-là de la mémoire vivante. Vous voyez? Alors, sa collection est immatérielle, c'est une collection orale en quelque sorte, si vous voulez, et donc, vous voyez, ça coûte, c'est pas une question d'argent. Moi, j'ai choisi ces exemples parce que c'est pas une question d'argent. Un autre musée en Espagne, juste pour revenir à l'Espagne, si ça vous tente aussi, c'est Museo Escola del Pusol. Comment ça s'écrit? Museo, c'est comme ça se prononce, M-U-S-E-O. Escola, c'est-à-dire école, musée, école. Escola, E-S-C-O-L-A. Del Pusol, D-E-L, c'est deux en français. Pusol, P-U-S-O-L. Museo Escola del Pusol. Ça, la petite histoire, rapidement. C'est les années, on est dans les années 60. On parlait des années 60 en Tunisie. Dans une zone rurale, Pusol, la région de Pusol, pas loin d'Alicante. Un instituteur a été affecté là. On l'a nommé là, il est allé sur les lieux, il a trouvé qu'il a une salle de classe et une autre salle comme une petite maison pour lui. D'accord? On commence à travailler, il regardait autour de lui. Est-ce que c'est une zone rurale? C'est quoi les caractéristiques? Il y a des changements. On est en train de perdre quelque chose dans cette région. Il était sensible, c'est parmi les 68 arts, lui, etc. Alors, il était sensible à cette perte causée par la modernité, etc. Il a voulu faire quelque chose pour préserver. Et il a eu l'idée de commencer à collectionner ou à collecter les objets. Demandez aux élèves, si vous trouvez quelque chose, demandez à vos parents de nous le donner, de nous l'offrir, on va les garder ici. Oui, il a créé des liens avec les parents, avec la communauté, etc. Petit à petit, il a entassé sa maison de fonction par des objets. Après, il n'y a plus de place. C'est la classe. Non, je me suis trompé, c'est qu'il y a deux classes. Parce qu'en ce temps-là, il y a la séparation entre les filles et les garçons. Alors il a dit, mais pourquoi cette séparation? On va mettre les filles et les garçons dans la même classe. L'autre classe, c'est pour les objets. C'est pour le musée. Petit à petit, pour faire une histoire courte, alors, petit à petit, il a réussi à convaincre les autorités pour transformer l'école en musée. Et c'est parmi maintenant les expériences qui sont reconnues par l'UNESCO. Ce musée UNESCO-là, c'est un modèle unique aussi. Et c'est jusqu'à maintenant, moi j'étais allé, les guides ce sont des élèves de primaire. Et puis les fidèles au musée, ce sont ces élèves-là qui sont passés par l'école, qui sont devenus des ingénieurs, des médecins. Ils reviennent tous les étés pour contribuer, pour travailler, pour faire quelque chose pour le musée. Et donc pour la communauté. Vous voyez? Alors, et c'est eux qui enseignent leurs parents sur les traditions, sur l'intérêt de préserver les choses, etc. Voilà. Merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions, on peut se donner un peu plus de temps. Je te serre la main. Merci, M. Habib. Un grand merci pour votre intervention brillante et très stimulante parce qu'il stimule la réflexion et parce qu'il a ouvert de nouvelles perspectives de réflexion sur cette relation visible conflictuelle. Vous avez évoqué ce terme entre le patrimoine et le tourisme, mais vous avez essayé de trouver un terrain d'entente entre les deux par l'intégration de la communauté locale.
Donc, et vous avez aussi réussi le pari, parce que nous sommes mis d'accord à présenter une communication scientifique, académique et accessible à tout le monde. Donc, je veux remercier infiniment M. Nahbib d'être présent parmi nous. Merci beaucoup. C'est à vous de parler, de donner des avis. L'exemple le musée-école, c'est une expérience qu'on pourrait proposer dans notre pays. C'est facile. On peut reprendre cette expérience dans les musées, et plus les musées, parce que nous avons un nombre réduit. Mais là où il y a dans chaque quartier, par exemple, dans chaque quartier, il y a une mosquée. On peut proposer qu'il y ait des écoles dans les mosquées, mais des écoles qui sont en rapport avec les métiers, le patrimoine, tout ça. Réservé pour cela, et l'autre réservé pour la religion. Bon, en tout cas, moi j'ai apporté des exemples, c'est à vous bien sûr d'en faire si vous voulez. Mais vous avez dit, j'aime bien ce que vous avez dit, vous êtes canadien et aussi tunisien. Tunisien et aussi canadien. Ouais. J'aime bien ça aussi. Ouais. Non. Tunisien, c'est la réalité. Hein. Je suis né tunisien, j'ai grandi tunisien, mais aussi ça fait 25 ans de ma vie que je suis au Canada. Je vous prends sur parole. Vous avez dit canadien et après aussi tunisien. L'identité et l'altérité. L'altérité, c'est la Tunisie. J'aimerais noter, M. Nahbib, la présence de M. Salim Ranja, qui est le délégué régional de Médine, de l'Office national de l'artisanat. Merci de votre présence. Et M. Moussa Babou, un docteur en histoire et en patrimoine. Je suis à l'université. Bien. Asseyez-vous. Je suis octogénaire, donc j'ai vécu pas mal d'histoires, d'expériences touristiques depuis les années 50. Peut-être que vous n'étiez pas encore né. Non, effectivement. Donc, c'est pour vous enrichir, et vous ne savez pas, parce que je suis très peu cité, vous ne savez pas que j'ai fait ma maîtrise, le premier mémoire sur l'industrie touristique à Djerba dès l'année 1969-1970, soutenu à Paris et édité sans autorisation par des gens de l'université de Blois. Pourquoi Blois? Parce qu'à Blois, au musée de Blois, il est exposé les plus belles mosaïques qu'on a prélevées du site de Méninx à Djerba et qui sont là-bas. Et donc, je n'ai que quelques diapositives. Bon. Mon premier voyage se situe en l'an 1955. Mon père m'a payé 35 francs, une colonie de vacances bien particulière. Pour, effectivement, le résultat, c'est ma première expérience de tourisme culturel, qui a commencé depuis la petite Sicile, parce que les bateaux partaient de là, à l'époque, en remontant dans le canal de la Goulette. Et j'ai profité, on était encadré, bien encadré, j'ai profité d'un bon professeur d'histoire-géographie qui nous a fait connaître les merveilles de la France, pas seulement son histoire, et clôturé
par le fameux défilé du 14 juillet auquel j'ai participé, auquel j'ai vu, parce que c'était déjà une année de guerre en Algérie, et j'ai vu, et notre chef de colonie était un ancien capitaine de l'armée française, on a profité d'un premier 14 juillet. Vous voyez, le tourisme, c'est multifacette. Plus tard,